À l'échelle internationale, le problème de l'eau, comme vous dites, c'est qu'elle suit son cours. Un fleuve ne connaît pas les frontières humaines, administratives. Il s'achemine comme ça, et puis voilà. Le Tigre et l'Euphrate, par exemple, traversent tour à tour la Turquie, puis la Syrie, et enfin l'Irak, jusqu'au delta du Châtel arabe. La Turquie, avec ses 504 barrages, impacte forcément l'approvisionnement de ces pays qui lui arrivent après, et ça crée des tensions. En clair, la Turquie décide quand on ouvre le robinet et quand on le ferme. En fait, puisqu'on parle de frontières humaines et de cours d'eau, il y a une véritable géopolitique de l'eau qui se met en place à mon époque. Et la Chine est pour l'instant la mieux dotée. Avec les hauts plateaux du Tibet, elle occupe une position privilégiée, car elle détient les clés du château d'eau qui alimente l'Indus, le Gange, le Brahmapoutre et le Mékong. Ah, et sur 45 000 barrages dans le monde, 22 000 sont en Chine. L'homme doit comprendre qu'il a tout intérêt à coopérer au sein de cette nature. Je vous donne un exemple. Je me fis justement le conseiller de l'alliance entre Lydiens et Ioniens, contre le royaume de Mède. La proposition, ce fut d'établir à Théos, au centre de l'Ionie, un conseil général pour toute la nation, sans préjudicier au gouvernement des autres villes, qui n'en auraient pas moins suivi leurs usages particuliers, que si elles avaient été autant de cantons différents. Je leur fis voir que, par ce moyen, ils sortiraient d'esclavage, qu'ils s'enrichiraient, et qu'habitant la plus grande de toutes les îles, les autres tomberaient en leur puissance. Au lieu que, s'ils restaient en Ionie, je ne voyais pour eux aucune espérance de recouvrer leur liberté. Il en est de même pour la gestion de l'eau. La coopération réclame des sacrifices, certes, mais ils apparaissent mineurs lorsqu'on a bien établi quels peuvent être les bénéfices pour les différents partis. D'abord, je pourrais vous citer quelques bons exemples de gouvernance internationale. Depuis les années 50, une commission internationale réunit tous les pays accueillants du fleuve Mékong. La Chine, dont on a dit qu'elle se situe en amont, participe en tant qu'observateur, mais il y a peu, elle a accepté de partager ses données sur la gestion amont du fleuve pour faciliter la coordination internationale. Avec des difficultés, bien sûr. Les gros barrages en Chine et au Cambodge et les extractions intensives de sable affectent pour beaucoup l'approvisionnement en eau des pays riverains où le Mékong s'écoule. Il y a aussi le fleuve Sénégal, ce fleuve courageux, improbable et insensé, qui remonte vers le nord s'affronter au Sahara, au lieu de s'écouler directement vers la mer comme tous les fleuves doués de raison. Il propose un lien fort entre gestion de l'eau et stabilité régionale. Les procédés autour du fleuve Sénégal sont particulièrement innovants. Les infrastructures sont gérées par un opérateur indépendant qui détermine des clés de répartition financière entre coûts et bénéfices. Et surtout, on a établi une copropriété indivisible des barrages, c'est-à-dire que ces réservoirs d'eau sont en fait des enclaves diplomatiques qui n'appartiennent à personne, ou qui appartiennent à tout le monde. Mais globalement, concernant l'eau et la gestion internationale des fleuves, on doit plutôt s'attendre à des rivalités et des tensions. La prochaine guerre au Moyen-Orient, par exemple, sera menée sur l'eau et pas sur la politique. Et pour tout vous dire, cet avenir conflictuel a déjà commencé par le passé. La première guerre de l'eau a eu lieu en 1967. Elle a opposé Israël, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, pour le contrôle, entre autres, du plateau du Golan. C'est assez simple à comprendre. Celui qui occupe les hauteurs du Golan tient à sa merci toutes les eaux de la Galilée, c'est-à-dire la principale force vive de la Jordanie et d'Israël.